Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Digital Flow, le podcast des spécialistes du marketing digital. Je suis Alban Renard, le Head of Expertise et Innovation chez Cybercité. Et aujourd'hui, on va parler, avec notre invité, des mutations en cours dans le métier du SEO avec l'arrivée des moteurs génératifs. Et on va prendre ça sous un angle off-page. Donc on va parler pas mal de netlinking. Et pour ça, je reçois aujourd'hui Quentin Lehou, qui est notre consultant senior spécialisé dans le linking et la partie off-page, et qui est aussi le co-founder de la plateforme de linking EEAT PopRise. On va essayer de décrypter ensemble ces transformations du marché sur la partie off-page. Donc Quentin, bonjour déjà. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, nous expliquer un peu ton parcours et comment tu en es venu à te spécialiser sur cette partie off-page? Salut Alban. Moi c'est Quentin Lehou, ça fait maintenant 8 ans que je suis à Cybercité. J'étais 8 ans auparavant dans une autre agence et en parallèle de ça, depuis mon collège en fait, je montais des sites de niche, des sites de monétisation, et l'idée du coup c'est de générer un max de trafic via Google pour derrière avoir des clics sur les publicités, avoir la rémunération récurrente grâce à ces sites qui drainaient un max de trafic sur des mots-clés stratégiques via Google. C'est quoi ta niche préférée Ma niche préférée, j'ai appris mon métier sur le domaine du jeu Flash. Okay. Voilà, domaine du jeu Flash qui drainait un max de trafic. C'était en quelle année ça, les jeux Flash, c'était, on sait que la technologie jeu Flash, Flash n'existe plus, mais c'était en 2007, 2008, où j'ai vraiment, j'ai monté ma micro-entreprise en 2007 au lycée. Mes parents ne voulaient pas que je gagne un sou d'Internet parce que du coup, pour eux, c'était de l'arnaque. Et le premier chèque Google AdSense est arrivé en dollars, et puis du coup, rendez-vous chez le banquier, ça lui posait problème parce qu'il n'avait jamais vu ça, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à apprendre mon métier, quoi. Comment on déclare l'argent de Google AdSense? Ça, c'est un vaste problème pour les publishers qui débutent. Exactement, puis c'est du dollar, et puis le banquier, il n'est pas forcément à avoir ce genre de choses, donc il y a des frais sur du dollar. C'était pas simple pour lui et naturel, donc du coup, on a commencé à étudier le dossier ensemble. Ça va, tes parents sont rassurés aujourd'hui? Mes parents sont rassurés, effectivement. Ça va. Et puis ça m'a permis effectivement d'apprendre le métier du netlinking, puisqu'effectivement quand on édite des sites de niche, c'est différent que quand on a la vision client. On peut faire entre guillemets du sale sur nos sites, et pour tester la limite de Google à ce niveau-là, c'est comme ça que j'ai vraiment appris les limites et le métier du netlinking, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un conseil que j'ai beaucoup donné à des profils juniors, le fait en parallèle du job en agence, d'avoir toujours un ou plusieurs sites à maintenir à titre perso. Et je crois que toi, tu as fait ça un peu toute ta carrière. Finalement, tu n'as jamais arrêté. Tu as toujours des sites aujourd'hui. J'ai toujours des sites, ouais. Plus dans le jeu Flash. Non, mais je me doute. On va dire plus dans tout ce qui est lifestyle, qui englobe tout ce qui est lifestyle, mode, beauté, immobilier. Okay. Des thématiques qui sont très généralistes pour venir y caler un maximum d'articles annonceurs. Ça marche. Ok, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu sais que tout le monde parle du JEO, l'optimisation pour les moteurs génératifs, qui est vraiment le cœur de l'actualité sur les sujets organiques aujourd'hui. Toi, avec ta vision d'expert off-page, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation qui consisterait à dire la mention, c'est le nouveau backlink? Il faut temporiser. Voilà, ça c'est ce que je pense, effectivement, temporiser, puisqu'effectivement la mention de marque maintenant avec les nouveaux moteurs IA, c'est important d'en avoir. Je mettrais ça dans une strat globale off-page, où effectivement on a toujours du backlink. La mention de marque ne remplace pas le backlink, c'est complémentaire. Et donc dans la strat globale off-page, j'y mettrais effectivement les backlinks comme on les travaille aujourd'hui, les mentions de marque avec des articles qui sont bien plus brandés pour les moteurs IA, et puis tout ce qu'il y a également à côté en termes de backlink, les relations partenaires, les échanges de liens, etc., qui marchent toujours, et on en fait une strat globale off-page en fait. Ok, donc du coup, tout ce qu'on a un peu toujours conseillé, la diversification du portefeuille, la progressivité d'acquisition, le côté vraiment aspect naturel, correspondance thématique, correspondance sémantique, des contenus qui sont liés les uns entre les autres. Est-ce qu'il y a pour toi des choses qui changent, qui restent, des nouvelles choses qui apparaissent par rapport à ces grands conseils historiques qu'on a toujours eus? Ouais. La plupart des choses restent, j'ai envie de dire, la diversité des encres, la diversité des supports sur lesquels on publie les articles. Tout ça, ça reste. Après, tout ce qui est stratégie, on sait que Google est de plus en plus au fait de ce qui se passe en termes de création de netlinking. C'est le jeu du chat et la souris. Ce que je conseillerais maintenant, c'est vraiment de se diversifier, d'être raisonnable dans un marché sur lequel on se positionne,
ne pas trop bourriner et rester raisonnable et naturel aux yeux de Google, toujours. Et toi, dans tes retours d'expérience, entre ce qui marche pas, tu constates que dans les nouveaux types de conseils qui sont dispensés par les nouveaux experts, ou selon la manière de voir les choses, les nouveaux gourous du JO, est-ce que tu vois du bullshit en masse qui arrive, ou des faux discours, tu vois des choses à démêler par rapport à ça? Je vois pas de faux discours. Par contre, il faut toujours rester comme on le fait très bien dans le cadre de Cybercité, dans les strats off page, vraiment rester naturel. Adapter effectivement les strats au LLM, effectivement, pour qu'on puisse effectivement travailler Google au niveau SEO et les moteurs IA au niveau géo. On sait que pour les consultants, il y a vraiment une logique d'acculturation à ces nouveaux sujets qui est plus ou moins pris à bras-le-corps, hein, selon les profils. Pour ceux qui pourraient avoir un peu de retard sur ces sujets-là ou des difficultés à s'y mettre, est-ce que toi, tu as un avis sur le backlink standard? Est-ce que ça a toujours le même poids aujourd'hui? Tu as déjà un petit peu répondu, mais on sait que parfois on peut imaginer que l'impact ne soit pas uniquement neutre et qu'il puisse être négatif aussi. C'est des choses que tu as pu constater. Où est-ce que tu mettras la frontière entre justement l'effet positif, la neutralité de résultats et l'effet déceptif et négatif? Moi, le backlink standard, chez moi, dans mes strats, il y en a toujours, déjà d'une. Le backlink standard, ça peut être des backlinks même sur des sites pas forcément à forte popularité. Je sais que, je vais prendre un exemple, l'annuaire. Beaucoup disent que l'annuaire, ça ne marche plus. C'est un backlink standard, c'est pas cher. Dans une strat globale SEO off-page, c'est quelque chose que moi, je mets toujours dans un portefeuille de liens, par exemple. Et tu arrives à mesurer un impact positif par rapport à ça? Complètement. Moi, personnellement, je te reprends un exemple. Je préfère un backlink sur un annuaire positionné et qui est là depuis des années qu'un backlink sur un blog ferme à lien qui coûte 10 fois plus cher et qui dispose de backlinks qui sont noyés parmi d'autres backlinks en fait. Ouais, on en revient à les nouvelles fermes à liens sont presque des fermes à mention et on voit dans les audits JO notamment tout un ensemble de nouveaux médias ou nouveaux sites qui n'ont pas de visibilité en SEO sur Google. Exactement. Et qui par contre génèrent des vanity metrics sur les outils de monitoring. Exactement. LLM. Ça, en sachant que maintenant on peut de plus en plus acheter des mentions de marque sur les plateformes d'achat-vente de liens. L'ensemble des plateformes mettent ça en place. Hein. On a, nous, même sur PopRise, du coup, on dispose d'achats de mentions de marque qu'on a mis à disposition il y a quelques mois de ça, où maintenant, effectivement, les éditeurs qui acceptent les mentions de marque, maintenant, mettent à disposition pour nos annonceurs la possibilité d'acheter des mentions de marque ou du backlink, en fait. Okay. Et pour donner un ordre d'idée, effectivement, là, pour les un tiers de nos éditeurs qui ont activé la mention de marque sur PopRise, on est en moyenne entre moins 20 et moins 30% du prix d'un backlink sur le même spot en fait. Okay. Alors justement, tu me fais une excellente transition. On va parler un peu de PopRise. Ce qu'on voit avec l'arrivée du JO, c'est que les RP digitales vraiment reviennent au cœur des sujets sur la partie organique, mais pas uniquement. Donc c'est un secteur qui est en plein changement aussi. Hein, la RP aujourd'hui, les coûts d'un article ou autre, ils sont en train d'exploser. Tout le monde veut faire du JO, tout le monde s'accapare un petit peu ce sujet-là, que ce soit les groupes médias, que ce soit les spécialistes de l'affiliation aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça et c'était quoi l'idée pour toi derrière PopRise que tu as cofondé, ce focus EEAT? Voilà, si tu peux me parler un peu de la plateforme et de l'idée qu'il y a derrière, sachant que je sais qu'il y a une logique aussi perso-business que tu décrivais sur ton profil de publisher. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça? L'idée de PopRise, c'était effectivement de faire une marketplace de type EAT. Effectivement, de travailler avec des éditeurs qui sont EAT friendly, qui ont un site qui n'est pas là forcément que pour faire des fermes à liens. On a des partenaires qui sont maintenant éditeurs premium, des grands médias, des sites experts dans leur domaine, qui nous permettent d'acheter des backlinks ou des mentions de marque sur des sites qui sont crédibles pour nos annonceurs en fait. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour nous. Deuxième chose qui était importante, c'était de maîtriser effectivement on va dire l'ensemble du processus entre la stratégie qu'un consultant SEO peut avoir chez Cybercité jusqu'au monitoring via PopRise, puisque du coup avec PopRise on monitor nos backlinks pendant 24 mois et ça nous permet vraiment d'avoir une visu sur l'ensemble du processus entre vraiment la stratégie en amont et
on va dire, le monitoring de 24 mois. Ça nous permet aussi de savoir quels sont les éditeurs qui jouent le jeu et les éditeurs qui ne jouent pas le jeu. Parce que dans ce domaine-là, on sait que certains éditeurs, la plupart jouent le jeu, ça se passe très bien. D'autres, par contre, au bout de quelques mois, quand ils ont récupéré leur argent dans la cagnotte, passent les backlinks achetés en nofollow, ou suppriment les liens, ou suppriment les pages. Et ça nous permet de ne pas, ça nous permet pas d'avoir la stratégie sur le long terme. Okay. Le fait de passer par PopRise, ça nous donne une visu à ce niveau-là, puisque quand on crée un lien, quand un lien est validé, quand une commande est validée, on sait qu'au moins pendant 24 mois, le lien est en ligne sans avoir d'attributs supplémentaires qu'on ne demande pas à la commande. Ok. Juste pour préciser, pour les auditeurs qui éventuellement ne connaîtraient pas le EAT, EAT c'est vraiment pour expertise, expérience, autorité et confiance, trust worthiness. Donc voilà, cette logique d'avoir des relations entre des éditeurs sur lesquels ça fait du sens pour l'utilisateur final. Il y avait aussi cette logique de mise en relation et de conseil potentiellement sur des stratégies de co-branding entre nos différents clients qui peuvent avoir des enjeux connexes et qui ne seraient pas concurrents. Donc ça, c'est des choses qu'on peut activer aussi par le biais de cette plateforme. Donc merci pour cette présentation. On mettra le lien vers la plateforme dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui veulent découvrir PopRise et interagir avec Quentin pour avoir des stratégies ultra efficaces. Avec plaisir. Et puis, il faut savoir que sur le site vitrine, on a à disposition un calendrier partagé, donc n'hésitez pas à me caler un rendez-vous et je vous ferai une démo avec grand plaisir. Super. Ok, du coup, on a parlé un petit peu de Google et des évolutions. Qu'est-ce que tu penses des dernières évolutions de Google ? En tout cas, c'est pas vraiment les dernières évolutions, c'est plutôt le fait qu'on ait trouvé des informations fiables là-dessus, sur NavBoost, la compréhension des signaux utilisateurs. On sait que Google a beaucoup fait de recherches pour essayer de remplacer les backlinks par ce type de signaux. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, pour les signaux utilisateurs, moi, il y a quelque chose que j'adore dans netlinking, c'est avoir un backlink sur des sites experts, des sites à forte popularité, mais en plus d'avoir des backlinks cliqués si possible. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous qu'avec Chrome, Google analyse tout ce qui est signaux, et le fait d'avoir un backlink similaire sur un site similaire avec un backlink cliqué ou un backlink non cliqué, on sait que le backlink cliqué aura beaucoup plus de poids aux yeux de Google qu'un backlink non cliqué. Et qu'est-ce que tu penses des stratégies de push trafic qui vont avec ça ? Petit coquin. Ça marche. Il faut prendre ça avec des pincettes puisqu'on a vu des clients le faire de manière autonome et se faire shooter leur site. Et quand tu dis shooter, ça implique quoi ? Alors shooter, on va pas dire une grosse pénalité. Après, moi j'ai vécu Google Penguin, c'est jamais aussi fort que Google Penguin. J'ai pu l'année de 2012. 2012, c'est vieux aussi ça. On commence tous à être vieux autour de la table. Par contre, j'ai vu des sites déclassés suite à ce genre de pratique. Voilà. Donc à prendre avec des pincettes, ça marche aujourd'hui. Par contre, demain, si tu le fais mal, tu peux te faire pénaliser. Yes. Ok, du coup, on a parlé un peu de l'IA dans le search. Si on prend le sujet IA, automatisation dans les opérations qu'il y a derrière, on sait que ça démultiplie les possibilités de générer des choses en masse, donc générer du contenu, etc. Mais dans la logique d'industrialisation des PBN, donc des réseaux de sites privés, est-ce que tu vois des tendances émerger dans l'industrie, des bonnes ou mauvaises pratiques que tu observes, toi, justement sur la génération de ces fermes à liens ou de ces fermes à mention? Est-ce que ça a changé la donne par rapport à ça sur les volumes? On en trouve partout maintenant. On en trouve partout. Pourquoi ? Parce que maintenant, un site, on peut sortir un site pour de la vente de liens en très peu de temps. 10 secondes. 10 secondes, donc clairement, effectivement. Avant, les éditeurs étaient bloqués par effectivement la mise en place du site, le web design, l'hébergement. Ça s'est démocratisé en fait. Maintenant, nous, on a des hébergements qui coûtent 5 € mensuels pour héberger 10 sites, 20 sites. Donc on a un hébergement low cost, on a des thèmes qui se déploient en one click pour de la vente de liens. Tout est paramétré pour sortir des sites fermes à liens très rapidement. Pareil avec le contenu. Le contenu, à l'époque, on déléguait ça à des rédacteurs. Ils étaient certes offshore, c'était coûteux. Maintenant, l'IA, on peut sortir des contenus à la volée sur un site pour 0 €. Donc tout est facilité. Facilité, pardon. Pour sortir un site et le mettre sur une plateforme d'achat-vente de liens en 2 heures, en fait. 1 heure. Ça veut pas dire que ça fonctionnera, mais ça relève le
le plancher nécessaire sur les volumes à produire potentiellement ou Ça veut pas dire que ça fonctionnera dans le sens où effectivement la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. J'appelle ça, pas tous, hein, mais il y a beaucoup de sites que j'appelle des sites fusibles en fait, puisqu'effectivement ces sites-là qui sont faits à la volée, on les partage sur les plateformes d'achat-vente de liens. Ils vivent 2 mois, ils sont sur un expiré, un site qui a eu de la popularité, qui a été racheté, qui a été exploité par une entreprise il y a plusieurs années. On le rachète pour avoir des belles métriques et en fait le site il est fusible en fait. Dans 2 mois il est shooté, sauf que du coup l'éditeur il a récupéré ce qu'il voulait en fait. C'est ça. En 2 mois. Du gain rapide, de la Exactement. production massive, et c'est ce fameux jeu du chat et de la souris dont tu parlais. Exactement. Il faut aller juste plus vite que Google pour avoir un temps où on gagne de l'argent suffisamment long, quoi. Exactement, donc c'est pour ça que moi je conseillerais dans l'achat de liens effectivement de ne pas analyser 1, 2, 3 KPI, mais un ensemble de KPI, puisqu'effectivement on sait que tous les KPI peuvent être manipulés. Donc effectivement il faut pas hésiter à aller regarder la Wayback Machine qui nous permet d'avoir des clichés du site sur les dernières années pour savoir ce que ce nom de domaine-là a vécu à l'époque, puisque effectivement un nom de domaine expiré potentiellement il y a quelques mois auparavant, il a été spammé, il a fait du casino, il a fait des sites, des thématiques olé olé, et potentiellement, il n'est pas du tout bon d'acheter un backlink sur ce type de site. On en revient à cette importance du conseil et de l'analyse avant la prise de décision, et surtout ne pas se fier à un seul type de KPI et vraiment aller chercher différents types d'informations. Si on prend un peu de hauteur pour toi, pour une marque qui se lancerait aujourd'hui, pour le coup tu as lancé la marque PopRise il n'y a pas longtemps, du coup je pense que c'est encore frais dans ton esprit, qui n'aurait pas de backlink, pas d'autorité, pas de notoriété, comment tu prioriserais les actions à mettre en place pour se construire d'un point de vue off-page, par où tu commences, comment tu construis une vraie autorité de marque aujourd'hui, si tu devais, lister 3 points, ou ça peut être 5, ou ça peut être 10, selon ton inspiration. Déjà, je conseillerais déjà d'avoir un vrai site, la base en fait. Parce que le site web reste un... en fait, on a beau faire du off-page, sur un site passoire, en fait, ça marche pas. Donc, vraiment un site, on va dire, carré. Quand je dis carré, c'est techniquement, mais aussi en termes de contenu. Contenu à forte valeur ajoutée. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les contenus IA, ça se fait très rapidement, sauf que tes concurrents, ils font les mêmes. Donc, il faut des contenus vraiment à forte valeur ajoutée qui permettent de te démarquer. Une fois que le site est carré, en termes de strat off page, ce que je conseillerais déjà d'une, c'est effectivement de jouer sur les grands médias, peut-être faire des événements qui pourraient parler de ta marque, effectivement, qui coûtent très peu d'argent avant d'aller dépenser dans les backlinks. De faire jouer le réseau, puisqu'effectivement, une entreprise a toujours un réseau dans la vraie vie, des fournisseurs, des partenaires, des clients qui parlent de toi. Effectivement, ça, c'est des partenariats dans la vraie vie que j'adore, ça marche toujours. Et puis de 2, ce que je ferais, ou de 3, je ne sais plus troisième point, on va dire. Troisième point. Et 5, il n'y a pas de 5, mais c'est très bien. Troisième point, c'est vraiment aller voir les concurrents web. Pourquoi ? Parce que dans une thématique bien précise, en fait, la concurrence web peut être agressive ou pas agressive. Et en fonction de ce que fait les concurrents web, quand je dis concurrents web, c'est les concurrents qui sont visibles sur le web, c'est pas les concurrents qui n'apparaissent pas sur Google ou les IA, c'est vraiment ceux qui te dérangent en fait sur Google. Certains peuvent être concurrents par accident presque. Exactement, c'est ça. Et donc j'irai voir ce qu'ils font, voir s'ils sont agressifs, où est-ce qu'ils se positionnent, sur quel site ils se positionnent, et voir si je suis légitime pour me positionner sur les mêmes sites en fait. Ok. Du coup, ça embraye avec ce sujet ce que j'appellerais les relations publiques, le fait d'avoir des interactions avec des individus clés qui peuvent avoir de l'influence sur ton secteur d'activité, donc ce que tu as appelé le partenariat. Comment on l'active de manière optimale ? C'est un sujet qui est un peu sous-exploité, cette partie. On parle beaucoup de relations presse, mais les relations publiques, c'est pas forcément un truc qui est trop activé. Toi, tu vois t'as des exemples un peu de ça, de choses qui peuvent marcher par rapport à ça ? Moi, j'invite à chaque fois les clients, quand ils font des événements pour leur propres clients, des salons ou des présentations de nouveaux services, effectivement, de convier la presse. Convier la presse, que pour moi, effectivement, la presse qui vient chez toi, ça n'a pas de prix, en fait. On va dire, c'est... Ça reste. Pour ta strat off page, c'est vraiment quelque chose qui reste et qui est précieux. Et puis, ça permet vraiment de citer ta marque et d'avoir des retours dans les grands médias en conviant la presse à ce genre d'événement. Est-ce que tu as
des cas de figure où les retombées presse n'avaient pas forcément un bon impact sur les IA, justement parce que ces fameux organes de presse auraient bloqué les bots IA ou ce genre de choses? C'est des trucs que tu as pu voir ou pas du tout? J'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Je sais que certains médias bloquent les bots pour effectivement éviter de se faire aspirer le contenu. J'ai pas d'exemple concret. Par contre, effectivement, quand on achète des backlinks ou des mentions de marque sur des gros médias, on fait attention à ce que les bots soient pas bloqués, effectivement. Sinon, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre, en fait. Ouais. C'est comme acheter un backlink sur un site indexé, ça sert à rien. Non indexé, ça ne sert à rien. C'est ça. Ok, avant qu'on conclue, on va faire une petite séquence de questions rapides. Donc l'idée, c'est vraiment, tu as 30 secondes max pour y répondre. Okay. On va faire un truc un peu léger. Hein. L'idée, c'est pas qu'on fasse quelque chose de trop complexe. Est-ce que tu es prêt? Alors, je suis prêt. Par contre, quand tu me dis que c'est des questions-réponses rapides, le temps que ça monte au cerveau, que je réfléchisse avant de te répondre, c'est juste ça. Ça marche, on fera en sorte que ça puisse monter. Est-ce que le netlinking, c'est toujours un bon plan pour devenir riche? Alors, de ma vision des choses, ça l'était. À l'époque, c'était très facile de se positionner sur Google, sur n'importe quelle niche. Même si t'es pas expert, moi j'ai eu des sites santé, je suis pas médecin. Ça marchait bien. Aujourd'hui, maintenant, le netlinking, c'est devenu plus compliqué, y a beaucoup de concurrence. Avec l'IA, tout le monde fait la même chose, il faut se démarquer. Donc non, c'est pas simple de se faire de l'argent sur le netlinking. On ne devient pas digital nomade très facilement en gagnant 10 000 euros, en restant dans le salon, comme on peut le voir sur LinkedIn, c'est beaucoup de travail. Désolé pour ceux qui pensaient que ce serait rapide et facile. Est-ce que tu penses que tu es fiché chez Google, que Google voit tout? Je pense, ouais. Je pense. Ouais, en fait, moi, mes strats... dans le cas de cybercité, je sais pas, j'ai pas de compte Gmail, mais dans le cadre perso, j'ai ma Gmail, j'ai mes GSC. On sait que Google avec Chrome sait des choses, donc potentiellement, c'est pas déconnant que je fiche en fait. T'as le bon profil. Peut-être, hein. Ton mugshot. Ouais, c'est ça. Le web disparaît demain. Tu as le droit de garder un seul site web, tu gardes qui? Si je devais garder un seul site web? Ouais. Compliqué comme question. Tu peux imaginer que tu es sur une île déserte si ça t'aide. YouTube? Ouais, bonne réponse. Tu triches un peu, mais ouais, okay. ça peut tricher. Hein, j'accepte la réponse. Très bien. Est-ce que tu as déjà acheté des liens tout pourris en te disant que ça servait à rien, mais en fait ça a marché quand même? Alors, j'ai deux réponses en fait. Ah, ça me va. Ouais. J'achète des liens pourris qui marchent, oui, c'est déjà arrivé. Okay. Alors quand je dis liens pourris, ça reste oui, sur des liens quand même indexés, des sites indexés, des sites pourris mais honnêtes. Google, pourris mais honnêtes. On va dire discount aussi, discount. Voilà. Le discount, ça marche. Et acheter des liens avec ma casquette éditeur, ça marche, des liens pourris pour manipuler les métriques en fait. Okay. Ça marche en fait. Je le fais, je ne vais pas me cacher. Quand on vend des liens, des fois on manipule certaines métriques. Si je prends l'exemple du TrustFlow, beaucoup d'acheteurs de liens se fient que au TrustFlow. L'idée c'est que mes sites soient bons en TrustFlow. Le fait d'acheter des liens pourris qui manipulent mon TrustFlow pour vendre des liens, ça marche. Voilà. Ok, par répercussion. Voilà. Ok, intéressant. C'est quoi la stratégie off-page la plus sale que tu aies pu observer? Mais efficace, sale mais efficace, que tu aies pu voir ou faire. Ouais. Tu as le droit de choisir, faut voir ou faire. J'en ai plein, mais j'en ai une qui m'a marqué, mais qui ne marche plus maintenant. Ouais. Signer des pétitions SPIP. Ah oui, voilà. effectivement. Ou effectivement... Old school, mais ça marchait, et certaines pratiques comme ça, aujourd'hui ne marcheraient plus, mais on peut l'adapter, effectivement. Mais à une époque, effectivement, on pouvait signer des pétitions SPIP, des pétitions d'associations, en y intégrant notre backlink, ancré sur un mot-clé stratégique. Et plus tu signais de pétitions, plus tu montais sur Google, mieux ça marchait. Voilà. Ouais, je me rappelle d'avoir fait ça. Voilà. SPIP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des ancêtres de WordPress, voilà. Un vieux CMS qui n'existe plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça ne me parle plus. L'écureuil volant. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la plus crade. C'est pas mal. J'en ai d'autres, effectivement, après, spam de forum.
Ça existe toujours. Le spam de forum, ça revient sur Reddit. Ça revient sur Reddit. C'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes méthodes, sauf que c'est plus compliqué. Exactement, il faut travailler un utilisateur, effectivement, il faut le faire interagir sur les forums, et puis une fois que tu as la confiance du modérateur, tu reviens sur tes posts et tu places tes backlinks. Cool. Ça marche, hein. T'as des anciens forums tels que PHPBB qui sont encore actifs sur Internet. Ça marche très bien. Ça marche, faut être subtil. Est-ce que tu as un backlink préféré ou t'es pas encore assez fou pour ça? Comment ça? J'ai pas compris. Un backlink existant sur le web quelque part, entre un site spécifique et un autre site spécifique. Qu'est-ce que Un backlink que t'aimes bien parce qu'il il a bien marché. C'est ton backlink préféré. Ouais, mon backlink préféré, backlink sur des sites experts. J'aime bien les grands médias, mais j'aime bien les sites experts qui me donnent de la crédibilité sur ma thématique. Un backlink qui est présent dans le premier paragraphe, dans le deuxième paragraphe, pour lui donner des chances d'être cliqué. On parlait tout à l'heure des signaux. J'aime bien. J'aime bien aussi les backlinks qui sont poussés avec d'autres backlinks, parce que ça fonctionne aussi. C'est intéressant en fait de pousser des pages qui contiennent ton backlink avec d'autres backlinks. Un système pyramidal, ça j'aime beaucoup. Okay. Puis j'aime bien aussi des backlinks qui restent dans le temps. J'aime bien les backlinks qui sont pas relayés au fin fond de l'arborescence d'un site le lendemain. Voilà. Ok. Donc t'es déjà assez fou pour ça. c'est ce que j'ai retenu. Là tout de suite, qu'est-ce que tu aurais envie de demander à ChatGPT, le premier truc qui te passe par la tête? T'as pas le droit de dire comment clôturer un podcast efficacement. Qu'est-ce que je demanderais à ChatGPT? Ouais. C'est la dernière question? Non. Mon cerveau commence à... Est-ce que c'est la dernière question que tu peux demander ça? Bah voilà. Bah ouais, ok. Pourquoi pas. Quand t'expliques ton métier à des gens qui connaissent rien au digital, t'as déjà parlé de tes parents tout à l'heure, est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'ils pensent que c'est légal ou que t'es un escroc ou qu'est-ce qu'ils en pensent spontanément? Bah t'as le petit côté escroquerie effectivement, parce que le off-page c'est vraiment pour biaiser Google, on va pas se mentir. Hein. On crée de la visibilité à nos clients. On sait que la visibilité, on crée de la popularité à nos clients. Cette popularité, Google voudrait qu'elle se fasse naturellement, donc on a ce côté un peu pirate, on le fait parce que ça tombe pas naturellement. Voilà. Ok. Est-ce que tu penses que tu feras encore ce métier dans 10 ans ou sinon tu penses que tu feras quoi? Peut-être quelque chose rien à voir dans le digital? J'espère être toujours dans 10 ans. Okay. Mais en fait, ça fait des années qu'on nous dit que le SEO c'est mort, le SEO n'existe plus. Sauf que du coup on le voit que ça marche toujours. Et puis dans 10 ans je pense qu'on aura le métier va muter, mais il sera toujours existant, effectivement. Avec d'autres manières de faire, peut-être plus subtiles. On parlait du jeu du chat et la souris, donc peut-être que ce sera plus subtil, avec d'autres manières, mais je pense qu'on sera toujours là. Top. La dernière question pour aujourd'hui, la plus difficile, est-ce que c'est vrai qu'en Bretagne, il pleut que sur les cons? Je confirme. Je confirme. Merci Quentin pour cet échange. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, il y en a plein d'autres déjà, et puis il va y en avoir d'autres. N'hésitez pas à partager sur les différents réseaux sociaux et à découvrir nos autres épisodes de Digital Flow. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Spotify, etc. Donc à très bientôt pour un prochain épisode, et merci encore Quentin. Merci à toi Alban. Ciao.